Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler développement athlétique, on va parler musculation, on va parler récupération. J'ai reçu énormément de questions, on va essayer d'en couvrir 4-5 dans cet épisode là. Je le rappelle à chaque fois, il y a un lien dans la description, un lien qui est constamment dans ma bio Instagram, il vous suffit de cliquer dessus et vous pouvez poser vos questions sans limite de caractère. C'est ce qui me permet d'avoir plus d'informations, d'accord, un peu plus de contexte et comme ça je peux amener des informations qui sont plus pertinentes, des réponses qui sont plus pertinentes et plus complètes. Et rappelez-vous que à chaque fois que vous avez des questions, d'autres ont probablement les mêmes questions, du coup on s'aide les uns les autres, c'est comme ça que la communauté grandit et qu'on évolue ensemble. Donc la première question qui m'a été posée ici par Florence, qui tourne autour du développement athlétique, on va mettre ça dans cette catégorie là. De manière générale, vous l'aurez compris, il y a vraiment ces catégories bien précises. On parle de développement athlétique, on parle de musculation, on parle d'endurance, on parle de mobilité, etc. Et il y a plein de questions qui en découlent. Donc dans cette catégorie là, on a la question de Florence qui est la suivante. Salut Kev, dans quel contexte les échelles à rythme peuvent être intéressantes? Est-ce que tu les utilises? Merci. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une échelle à rythme, on parle de ces échelles, donc ça a une forme d'échelle comme le nom l'indique, qu'on met au sol et on utilise différents positionnements au niveau des pieds en visant les cases. Donc entre chaque échelle, si on veut, on a donc des cases et ça sert de cible tout simplement pour nos pieds ou pour nos mains en fonction de ce qu'on cherche à utiliser. De manière générale, on l'utilise pour le développement athlétique, c'est souvent ce qu'on a vu. On a vu des athlètes utiliser ça, des joueurs de basket, des joueurs de football américain, des joueurs de foot, etc. Et c'est ce qui permet de travailler sur un terme qu'on utilise un peu à tout va dans l'industrie, ce qu'on appelle son agilité. Et ce terme au final, il veut plus rien dire, d'accord. On ne sait pas vraiment comment le définir, il a perdu un peu son sens, on ne sait pas vraiment comment mettre certains exercices dans cette catégorie, enfin bref, c'est pas très intéressant. Donc je vais vous donner un peu la catégorie conceptuelle que moi j'utilise pour ça, qui au final n'est pas conceptuelle, qui est avec laquelle on est d'accord dans l'industrie et qui a tout son sens lorsqu'on comprend le tout, ok. Et ça va me permettre d'amener cette réponse avec un peu plus de compréhension globale sur la qualité qu'on cherche à développer lorsqu'on utilise éventuellement cet outil. Donc les échelles à rythme, pour le petit historique, et bien comme je l'ai dit, on le voit partout et puis on voit souvent des gars qui font de belles figures, ok, sur internet, et qui ont les pieds qui bougent vite d'un côté et de l'autre et qui font un pied devant, un pied derrière, un pied sur le côté, un salsa, etc. Ok. Et c'est beaucoup de fantaisie au final et c'est pour ça que ça a perdu un peu de son charme et de son utilité pour beaucoup comme moi, parce que si je fais le petit historique, et bien par le passé je disais ces trucs là ça sert absolument à rien. En tant que jeune entraîneur, bien entendu, je me disais c'est intéressant. En tant que combattant également, on utilisait les échelles à rythme, on utilisait différents positionnements au niveau des pieds, des fois au niveau des mains, etc. Et du coup, je suis vraiment passé de cet avis radical où je me disais ça ne sert absolument à rien les échelles à rythme, parce qu'au final c'est de la fantaisie, ok, c'est des pas de clown, ça ne sert absolument à rien. Et aujourd'hui j'ai un discours qui est un peu plus nuancé. Pourquoi? Parce qu'au final ce qu'il faut comprendre c'est que ce n'est qu'un outil. Et à chaque fois, on doit savoir implémenter l'outil en fonction de ce qu'on cherche à développer. Ça peut être un outil qui est intéressant si on sait exactement pourquoi on le fait, mais si on ne sait pas pourquoi on le fait, eh bien encore une fois, c'est un outil qui n'est pas intéressant. Et il en va de même vraiment pour tous les exercices. Je le rappelle, les exercices ne sont que des outils qui nous permettent de soit travailler sur des qualités bien précises, soit de travailler sur des tissus, qui est des muscles, des tissus conjonctifs bien précis. C'est aussi simple que ça, ok? Donc maintenant, il faut garder ça en tête. Et maintenant, lorsque on pense à l'échelle à rythme, et bien aujourd'hui je me dis éventuellement ça peut être un outil qui est intéressant si on sait l'utiliser correctement. Et on parle d'agilité, je reviens à ce terme là que j'ai mentionné au début, et bien aujourd'hui ça veut rien dire vraiment, ok. Une des qualités qui est très importante pour le développement athlétique, selon moi, c'est ce qu'on appelle la force réactive, le développement de la force réactive ou de la réactivité. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant, je pense, et c'est beaucoup plus parlant également que le terme agilité. Mais l'idée ici est de comprendre que on doit apprendre à absorber de la force et reproduire de la force le plus rapidement possible. Et c'est ce qu'on va retrouver dans la plupart des sports. Okay, c'est là qu'on retrouve, ou dans les sports on retrouve des changements de direction, où on doit poser son pied et repartir directement. Okay, c'est ce qu'on appelle justement cette force réactive. Et on peut être très fort, mais on peut ne pas avoir de cette réactivité. C'est-à-dire qu'on peut produire énormément de watts en poussant dans le sol, mais on n'est pas très rapide. C'est-à-dire que on va poser son pied et on va s'enfoncer et ensuite ça prend du temps avant qu'on parte, qu'on change de direction, d'accord? Mais on a des athlètes qui sont peut-être moins forts en termes de production de force maximale, c'est-à-dire que ces derniers peuvent produire moins de watts, mais arrivent à transitionner très rapidement. Et c'est une qualité qui se travaille et c'est cette qualité qu'on appelle la réactivité.
Et du coup, c'est quelque chose qui s'entraîne sur deux aspects. On entraîne sur le côté structurel et autant sur le côté nerveux. Sur le côté structurel, eh bien, si on fait les choses bien, si on le fait avec la bonne intention, avec la bonne configuration, eh bien, on va apprendre à ces structures tendineuses, entre autres, ici, c'est ce qui est le plus important, principalement lorsqu'on parle du complexe pied-cheville, à être plus efficace et à être plus élastique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on apprend à nos tendons, ces structures-là, à absorber de l'énergie, à stocker cette énergie et à retransmettre cette énergie. Okay, et ça, on veut apprendre à le faire le plus rapidement possible. D'où l'aspect système nerveux. Okay, on va apprendre à contracter, relâcher nos muscles le plus rapidement possible. C'est ce qui va nous permettre justement d'avoir cet effet rebond. Il faut penser vraiment à ça comme un rebond, comme un ressort. Okay, on absorbe l'énergie, pam, et l'énergie est retransférée. Et donc, on veut apprendre à faire ça sur ces deux aspects. L'aspect structurel, ça vient avec la répétition si on le fait correctement et si on le fait avec la bonne intention qui va dicter donc cette rapidité du j'absorbe, je contracte, je relâche rapidement. Okay, donc, l'idée vraiment c'est de comprendre que cette qualité elle se travaille avec le temps si on fait les choses bien. Et pour faire les choses bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit le faire avec la bonne intention qui est de justement être rapide sur cette absorption, d'accord, et de produire de la force rapidement. En gros, c'est aussi simple que ça. Et le meilleur outil pour le faire, selon moi, eh bien, c'est la pliométrie. La pliométrie, d'accord, on parle d'avoir justement de procéder par ces différentes phases où on va avoir une phase où on absorbe de la force, d'accord, une phase qui est quasi isométrique et ensuite une phase où on produit de la force pour repartir dans la direction dans laquelle on veut partir. Et du coup, c'est ce qui nous permet de travailler sur cette qualité, travailler sur ces structures tendineuses, etc. Travailler donc sur ces muscles également. Et les échelles à rythme peuvent être utilisées afin de travailler sur cette réactivité. C'est-à-dire que les échelles à rythme peuvent rentrer dans la catégorie pliométrie, à condition qu'on fasse les choses bien, avec la bonne intention, avec un temps de contact le plus court possible. Et ce qui est intéressant avec la pliométrie, ce que j'invite la plupart des athlètes à faire, c'est justement de travailler avec en allant dans différentes directions. Et pourquoi on le fait? Parce que c'est ce qui va nous permettre de viser, d'envoyer un stress sur différentes lignes de nos tissus. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ensuite ainsi travailler sur nos tissus et les stresser sous tous leurs angles. Pour en revenir aux échelles à rythme, le problème que je rencontre aujourd'hui, c'est que on oublie en fait fondamentalement ce qu'on cherche à faire lorsque on travaille sur cette réactivité. Okay, l'idée de, encore une fois, avoir la bonne intention, produire de la force avec un bon timing, un temps de contact qui est court avec le sol, et du coup, on se concentre plus sur des mouvements bien précis qu'on cherche à faire en oubliant ces choses-là fondamentales qu'on devrait faire. Alors, ce que je cherche à dire ici, c'est que les échelles à rythme peuvent être un bon outil si on les utilise comme on les utiliserait pour faire de la pliométrie classique. Aussi simple que ça. Et souvent, on s'attarde trop sur la complexité des mouvements. Comme je disais, pas de salsa, un pas en avant, un pas en arrière, un truc en twist, etc. Alors que c'est pas forcément important. Je pense que ce qui est important, c'est d'utiliser différents positionnements, utiliser différents patterns, etc. Je fais dans mon programme mentorship, et bien j'en parle durant le séminaire en présentiel. J'ai toute une présentation sur ça, comment organiser le tout. Et il n'y a pas de truc fancy, il faut juste savoir exactement comment on le fait pour, comme je l'ai dit, viser différents angles et se concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous donner des résultats. Et on n'a pas besoin d'une échelle à rythme en vrai, mais on peut utiliser l'échelle à rythme simplement pour avoir des cibles. Donc c'est comme ça que je l'utiliserai. Je me dirais, ok, les cibles là, tu vois ces cases là, à chaque fois qu'on atterrit dans cette case, j'ai envie que tu passes le moins de temps possible dans cette case-là. Ok, c'est aussi simple que ça. On va utiliser cette pattern de mouvement. T'atterris, pam, tu rebondis. T'atterris, pam, tu rebondis. T'atterris, pam, tu rebondis. Et c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Ok. Et je pense qu'encore une fois, on se perd avec tous les trucs fantaisistes, etc. Les différents patterns de mouvement que j'ai mentionné, les trucs vidéo Instagrammables. Et là, c'est pas très intéressant. Donc, les échelles à rythme, bon outil. Oui, si on sait comment l'utiliser, c'est ce qui nous permet simplement d'avoir une cible. Et cette cible, eh bien, ça peut tout simplement nous motiver un peu plus. Et pour certaines personnes qui n'arrivent pas à le faire sans cible, ça donne un petit truc en plus. Aussi simple que ça. Donc moi, je les utilise pas personnellement parce que je vois pas d'avantage. Ok, je les utilise pas avec mes athlètes non plus parce que je pense que si on comprend fondamentalement ce qu'on fait, on n'en a pas besoin. Mais si vous voulez l'utiliser pour le côté un peu plus ludique, je pense que pourquoi pas. Pourquoi pas, à condition de savoir exactement ce qu'on fait pour travailler sur sa réactivité, comme je l'ai dit, sur ces deux aspects, l'aspect tendineux qui va être développé si on le fait avec la bonne intention, c'est-à-dire apprendre à décharger de l'énergie, de la force au bon moment, etc. Ok. Donc voilà comment utiliser tout ça. C'est un sujet sur lequel voilà, on sera peut-être en désaccord avec certaines personnes, où j'étais en accord parce que je disais que ça servait absolument à rien. Et aujourd'hui, je pense que encore une fois, on peut avoir un discours qui est un peu plus nuancé. Prochaine question qui a été posée par Alan ici. Hello, ma question concerne le programme hybride physique, mais en soi peut-être généralisé. Je me demandais sur un full body,
est-ce que ce n'est pas trop de faire par exemple du développé couché un jour et le lendemain de faire des pec fly en session ciblage par exemple. Idem pour du curl en séance fondation, puis proposer de refaire du curl le lendemain en ciblage. En gros, combien de temps de récupération faut-il réellement par rapport à ce genre d'exercice? Alors, bonne question d'Alan ici qui va rejoindre la prochaine question que j'ai sélectionnée. Également, comme ça vous permettra d'avoir une vue d'ensemble qui est un peu plus pertinente ici. Donc ici on parle du programme, un de mes programmes qui s'appelle Hybride Physique, la catégorie hybride. On parle ici de mes programmes fitness de manière générale. Donc il y a plusieurs programmes qui vont venir par la suite. On a le Hybride Starter, on a le Hybride Physique et on a les prochains hybrides qui arrivent avec des thèmes bien précis. Et le but c'est d'arriver à mon système d'entraînement bien complet où je vous amène vraiment toutes les qualités et mon système complet au niveau de développement athlétique. Maintenant il faut le faire par étapes et chaque programme a un thème bien précis. Et selon moi ce que je fais, c'est mon travail à l'heure actuelle, c'est de le faire avec une organisation qui est bien précise, qui a du sens. Ça sert à rien de vouloir faire des sauts, des sprints, etc. si on n'a pas construit la fondation. Maintenant, le programme Hybride Physique, c'est un programme qui est dédié uniquement sur l'aspect structurel où on cherche à construire plus de muscles et on cherche à construire un corps qui est harmonieux. Harmonieux de manière globale et harmonieux de par sa perception des choses à titre individuel. C'est-à-dire ce qu'on cherche vraiment à développer en se disant hey, je cherche à développer un peu plus de ce groupe musculaire ou alors un autre groupe musculaire, etc. Et du coup, j'ai créé des sessions fondation qui sont les sessions de base qu'il faut faire et des sessions ciblage qui sont des sessions qui consistent à cibler exactement ce qu'on cherche à développer. Et du coup, la question qui a été posée par Alan ici, si on venait à résumer le tout, c'est est-ce que ça a du sens de remettre une couche le lendemain, ok? Ou combien de temps de repos faut-il prendre avant de recibler le même groupe musculaire? Et du coup, il faut comprendre la chose de la manière suivante. La fréquence doit être manipulée, bien entendu, principalement en fonction de l'intensité qu'on a utilisée. C'est vraiment le facteur clé. Plus on a un entraînement qui est intense, plus on va vouloir avoir du temps de récupération. C'est aussi simple que ça. Moins l'entraînement est intense, plus on va pouvoir répéter l'entraînement plus fréquemment ou alors le stress placé sur ces tissus de manière plus fréquente. Donc ça se fait de manière graduelle de toute façon. Okay. Maintenant, il y a plusieurs choses à prendre en considération, principalement dans ce programme-là qui est un programme axé sur le développement physique, d'accord, donc le développement structurel comme je l'ai dit, l'intensité déjà de manière générale pour respecter ce thème-là, eh bien elle va pas être super élevée, d'accord? Donc on va pas travailler avec des intensités qui vont vraiment nous mettre dans le rouge, tout simplement parce que c'est pas forcément nécessaire, d'accord? Alors, on sait que on a une fréquence qui peut être répétée un peu plus régulièrement, mais de manière générale, il faut que vous regardiez le tout de la manière suivante. Et je vais essayer de le simplifier ici parce que ça peut être assez complexe. Et c'est toujours la difficulté dans notre science, c'est de vulgariser les choses qui peuvent être complexes. Donc je vais essayer de le résumer ici. L'idée, c'est de comprendre que ou du moins c'est comme ça que je réfléchis au tout, on peut répéter, imaginons chaque 24 heures, donc le lendemain à chaque fois, on peut répéter le même stress sur les mêmes tissus et ça peut avoir du sens à condition que les intensités se retrouvent sur des spectres différents, ça c'est le premier point, et à condition que le profil de résistance de l'exercice soit différent. Je m'explique. Alors, prenons le premier aspect. Que les intensités soient différentes. Alors c'est-à-dire qu'on fait un jour du développé couché, on a fait du développé couché qui est relativement intense comme exercice, d'accord? Encore une fois, comme je l'ai dit, on ne va pas travailler sur des intensités les plus élevées, on ne se rapproche pas du 100%, mais on est quand même sur des intensités qui peuvent être relativement élevées, ok? Donc on va faire du développé couché, on va travailler sur du 6 reps, ok? Donc lorsqu'on travaille sur du 6 reps, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va biaiser, d'accord, on va biaiser un signal plutôt sur certains types de fibres musculaires. On a deux types de fibres musculaires de manière générale qu'on appelle les fibres rapides et les fibres lentes, d'accord. Les fibres rapides sont celles qui ont le plus grand potentiel hypertrophique. Ce sont celles également qui se fatiguent le plus rapidement possible, qui fournissent le plus de puissance, le plus de force, etc., qui se fatiguent le plus rapidement et qui nécessitent le plus de temps de repos, d'accord. Et lorsqu'on va utiliser des charges qui sont plus lourdes, eh bien, on va biaiser notre signal vers ces fibres rapides, ok. Comment ça fonctionne? C'est expliqué par le principe de taille, ce qu'on appelle the Henneman Size Principle en anglais. En gros, quand on utilise un exercice, votre corps va déterminer en fonction de la charge qui est utilisée lesquels de ces soldats il doit recruter. Et là, il va se dire, ok, pour cette charge-là, qui est-ce que je dois recruter? Mes petits soldats, les fibres lentes, d'accord, qui sont moins puissantes, mais qui sont plus endurantes, ou alors mes soldats les plus balèzes qui, eux, peuvent lever cette charge, mais qui vont se fatiguer très rapidement, ok.
Et donc là, on va faire l'exercice. Et là, il va déterminer, ok, sur du 6 reps, imaginons 6, 8 reps, etc. Votre corps va se dire, ah, là, je vais utiliser mes soldats les plus rapides, les plus forts, etc. Et donc, on va utiliser ces fibres rapides. Et ce sont principalement ces dernières qu'on va fatiguer. C'est ces dernières qu'on va utiliser, qu'on va fatiguer, on arrive à l'échec, on les a épuisées. Maintenant, le lendemain, ce que je peux faire, c'est justement utiliser une intensité d'entraînement qui va viser les autres soldats. Les soldats qui sont les soldats les plus faibles, d'accord, mais les plus endurants. Mais qui, eux, n'ont pas vraiment été sollicités. Ils ont été sollicités un petit peu la veille, mais ils n'ont pas été sollicités complètement. Et c'est là où je vais travailler avec des intensités qui sont plus élevées. Et c'est ce que je recommande dans mon programme hybride physique, pardonnez-moi. Des intensités plus basses, mais avec des répétitions plus élevées. Ok, c'est ce que je voulais dire. Et c'est ce qu'on fait dans les séances ciblage. Et donc, le lendemain, je vais biaiser plutôt le signal vers mes soldats les plus faibles, mais les plus endurants, ok? Là, vers les fibres lentes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, je vais travailler plutôt sur des répétitions qui seront plus élevées. Je vais passer plus de temps sous tension, etc. Et par définition, lorsque je travaille avec plus de répétitions, eh bien, je vais travailler avec une intensité qui est beaucoup plus basse. Donc là, de cette façon-là, on arrive à rajouter plus de fréquences toutes les 24 heures, éventuellement toutes les 12 heures, etc. Okay, donc c'est comme ça qu'il faut voir le tout de manière générale. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est de vouloir mettre de l'intensité tous les jours. Ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas fonctionner de cette façon-là parce que votre corps a des ressources énergétiques qui sont limitées. Et comme je l'ai dit, ces fibres les plus rapides, vos soldats les plus forts, lorsqu'ils sont utilisés, ils ont besoin d'un certain temps de repos avant de pouvoir refournir le même effort. Donc ça, c'est important de le garder en tête. Maintenant, parlons du profil de résistance. Très simple, chaque exercice a un profil de résistance qui est différent. En gros, dans quelle partie de l'exercice c'est le plus dur, ok? On prend un squat, la partie la plus dure du squat, c'est tout en bas, ok? On prend un développé couché, la partie la plus dure du développé couché, c'est tout en bas, ok? Tout en haut, ça va. Le squat, la portion haute, ça va, c'est facile, ok? Tout en bas, j'arrive à prendre 100 kg, c'est mon max. Et tout en haut, j'arrive à prendre 150 kg, 200 kg, d'accord? Donc, on n'arrive pas à produire la même force en fonction des angles qu'on utilise. Et ça, c'est un facteur clé ici, mais je ne vais pas rentrer dans les détails pour plus de détails et comprendre cette science. Programme mentorship, les amis, pour tous les professionnels du sport et de la santé. Mais pour tous les autres, je vais essayer de l'expliquer de manière très simple. Donc, en gros, la force est dépendante des angles qu'on utilise. Et le muscle, c'est pas un truc. Les muscles, tels qu'on les connaît aujourd'hui dans l'anatomie qui est présentée, on les présente comme un truc. Mais en vrai, c'est des milliers de trucs. C'est plein de petits muscles. Et en fonction des angles dans lesquels on se trouve, eh bien, on va utiliser plutôt certains de ces petits muscles ou d'autres de ces petits muscles, ok? Donc, lorsque, en vrai, j'utilise ma rep max, un back squat à 100 kg, c'est pas la rep max, c'est ta rep max sur la portion basse, en gros, c'est ça. Mais, plus tu montes, si tu fais que la portion du milieu, tu peux porter plus de poids. Si tu viens travailler sur la portion du haut, tu peux travailler avec plus de poids, ok? Donc, ton max au back squat, il est dépendant de la partie la plus, là où tu es le plus faible. Et en l'occurrence, ici, c'est la portion basse, ok? Donc, pour résumer, ici, le profil de résistance. Et l'idée est ça. L'idée est relativement simple ici. On peut changer le profil de résistance ici en se disant, on va sélectionner des exercices qui n'ont pas exactement le même profil de résistance. En l'occurrence, on a parlé des développés couchés ici. Je peux utiliser un développé couché le jour 1 dans ma séance fondation. D'accord? Et là, je sais que j'ai placé un stress principalement lorsque mes tissus sont dans leur position la plus étirée. Donc ça, c'est une option. D'accord? Option numéro 1. Et donc le lendemain, je vais travailler avec un exercice qui a un profil de résistance qui est différent. Et là, je vais utiliser plutôt un pec fly avec la poulie vis-à-vis, où j'aurai plutôt un profil de résistance où la partie la plus difficile va être lorsque je rapproche mes mains proches l'une de l'autre. Okay, donc j'aurai visé des angulations différentes, ce qui me permet de créer cette harmonie. Donc, voilà ce qu'il faut garder en tête en tout temps. Et pour tous les exercices, ces deux règles vont s'appliquer. Maintenant, si je venais à rajouter un petit détail en plus pour le développé couché, etc., eh bien, ce qu'on pourrait faire également, on a le jour 1, le développé couché classique. Le jour 2, on va travailler avec nos pec fly, mais avec des angulations qui sont légèrement différentes. Donc, imaginons que j'ai travaillé avec le développé couché à plat, avec un certain positionnement au niveau de mes épaules. Là, je vais travailler le lendemain avec une poulie pour les pec fly, mais avec une angulation qui cherche plutôt à viser différentes fibres au niveau des pecs. Donc voilà, 3 options que je viens de donner ici. Et de cette façon-là, on peut s'entraîner tous les jours sans trop charger ses tissus, sans trop fatiguer son système nerveux et en faisant les choses de manière intelligente. D'accord? C'est comme ça qu'on arrive à faire le tout. Du coup, ça me permet de transitionner directement à l'autre question. J'ai sélectionné tout ça juste 5 minutes avant d'enregistrer le podcast et je me dis, ah, ça tombe bien. Une prochaine question de Clémence qui dit,
Salut Kevin, est-ce que c'est intéressant de faire du squat et du leg extension dans la même séance jambes? J'ai l'impression que si je fais les deux dans la même séance, celui que je fais en deuxième est inutile car je suis trop cramé. Dernière série à l'échec. Et même si j'essaie de mettre le squat en tout premier et le leg extension vraiment à la fin de la séance, c'est pareil. J'aime vraiment bien ces deux exos et les quadris. Et les quadris sont un muscle méga important pour mon sport, en parenthèse badminton. Du coup, j'ai vraiment envie d'optimiser les exos de ce groupe musculaire. Merci d'avance pour ta réponse. Donc si on comprend cette question, on arrive à rejoindre tout ce que j'ai dit par le passé. Et si on analyse le tout, le squat, comme j'ai dit, a un certain profil de résistance. Le leg extension a un autre profil de résistance. D'accord? Donc on va pas exactement stresser les mêmes angulations. D'un point de vue macro, oui, on stresse les quadriceps, mais d'un point de vue micro, non, on stresse pas exactement les mêmes parties des quadriceps. Et là, c'est intéressant de se dire, hey, ok, ces deux exercices, est-ce qu'ils sont complémentaires? C'est ça la vraie question. Et en l'occurrence, oui, ils sont complémentaires parce que le squat, on va principalement placer un stress lorsque le genou est complètement fléchi, d'accord? Donc tout en bas, la portion basse du squat. Et le leg extension, c'est l'inverse. C'est lorsque on de 90 degrés, de 90 degrés à l'extension complète, d'accord? Donc une partie des tissus, de l'articulation qui n'est pas stressée, d'accord, lorsqu'on fait des squats. Donc ce sont deux exercices qui sont complémentaires d'un point de vue profil de résistance. Maintenant, l'erreur qu'on fait encore une fois, c'est de vouloir utiliser les mêmes intensités au niveau de ces exercices. C'est-à-dire utiliser X intensité pour le squat et espérer pouvoir utiliser X intensité pour le leg extension. Là, je vous donne beaucoup de free game, les gars. Là, c'est du high level ce que je suis en train de partager avec vous. Donc, je reviens à ce que je disais auparavant. Comme on l'a dit, pour l'aspect fréquence d'un entraînement et le lendemain à l'autre entraînement, on a parlé d'intensité. C'est exactement pareil. On a parlé du principe de taille. C'est pareil. Si j'utilise le squat en tout premier et que j'utilise une charge qui est plus élevée, d'accord? Donc j'utilise ici le squat, charge qui est élevée, je vais travailler avec du 6 à 8 répétitions, ok? Donc intensité qui est élevée, et je vais recruter mes soldats les plus forts. Quand je mets mon leg extension, il ne faut pas espérer pouvoir recruter les mêmes soldats, d'accord? Ça sert absolument à rien. On les a épuisés, on les a fatigués. Maintenant, il est temps pour ces soldats de se reposer. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec une intensité qui est beaucoup plus basse. Et c'est là qu'on va chercher plutôt le pump, on va chercher ce sentiment de brûlure musculaire, où on va travailler avec une intensité qui est plus basse, c'est-à-dire une charge qui est plus basse, mais on va faire beaucoup plus de répétitions. Et au sein d'un même entraînement, ça rejoint tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. On a des profils de résistance qui sont différents, on utilise des intensités qui sont différentes, et c'est basé sur une compréhension scientifique qui est claire, nette et précise. Donc ici, Clémence, je pense que tu as la réponse à ta question. Comment le faire? Déjà, commence avec j'inviterai toujours à commencer avec l'exercice polyarticulaire parce que j'imagine qu'on l'utilise pas simplement pour construire du muscle, mais pour toutes les adaptations qui viennent avec, ok? Donc l'aspect nerveux en plus, etc. Et on n'est pas en train de cibler un muscle à 100%, d'accord? Donc c'est pas un exercice d'isolation. Le leg extension, c'est un exercice à 100% d'isolation. Donc du coup, on arrive à combler un peu ce qu'on n'a pas pu isoler à 100% avec le squat. D'accord? Donc selon moi, c'est la meilleure façon de le faire. Commencer avec le squat qui est plus intense et finir avec le leg extension. Ça pourrait très bien être l'inverse, bien entendu. Un peu moins logique en fonction du contexte et ce qu'on cherche à développer. Mais on pourrait très bien mettre l'intensité sur le leg extension dans un premier temps et ensuite utiliser le squat avec une intensité qui est plus basse. Encore une fois, à vous d'organiser le tout en fonction de ce que vous cherchez à développer. D'accord? Mais c'est une très bonne organisation. Je pense que ce sont deux exercices qui marchent très bien, main dans la main. Et encore une fois, c'est basé sur tout ce que je viens d'expliquer. Prochaine question ici qui a été posée par Julian. Yo Kevin, les gars, ça me fait saigner des yeux à chaque fois que je vois Kevin avec E accent aigu. C'est pas Kevin. Kevin, simple. Sans E accent aigu à l'américaine, les amis. Ok? Pas Kevin. Salut Kevin, ça me fait saigner des yeux les gars. C'est écrit dans mon profil partout. Kevin sans E accent aigu. Sans E accent aigu s'il vous plaît dorénavant. J'espère que tu vas bien. J'aurai deux questions en espérant que tu puisses y répondre. Première question, qu'est-ce que tu penses des pistolets masseurs? J'ai pensé en acheter un, mais je ne sais pas si ça apporte une vraie plus-value. Alors, première question, on va prendre une question à la fois et je vais y répondre avant de passer à la deuxième. Les pistolets masseurs, c'est vraiment devenu à la mode et je pense que... est-ce que je peux dire à juste titre? Je peux pas dire à juste titre. Je pense que c'est cool. Je pense que ça fait du bien. Effectivement, quand on l'utilise, eh bien, voilà, ça soulage, etc. Maintenant, encore une fois, ce n'est qu'un outil et il faut comprendre pourquoi on l'utilise. Un outil est peut-être un très bon outil si on l'utilise de la bonne des façons où on sait exactement pourquoi on l'utilise, et ça peut être un très mauvais outil si on ne sait pas ce qu'il peut nous amener. D'accord? Donc, premier contexte dans lequel on va fonctionner sous forme de contexte.
Vous imaginez, vous êtes là, vous faites une compétition de CrossFit, vous avez des événements qui s'enchaînent et voilà, vos muscles sont fatigués, vous devez les enchaîner, vous n'avez pas le choix, vous avez besoin d'un moment relaxant avant de repartir. Pistolet masseur, très intéressant, ok. J'ai personne pour me masser, je le fais, c'est ce qui me soulage, c'est ce qui permet de me relaxer, ok. Comme ça, je peux repartir sur le prochain événement un peu plus relâché, d'accord. Je suis pas crispé si j'avais des petites gênes, etc. Ça offre cet effet analgésique. Lorsqu'on se masse, eh bien, ça amène cet effet analgésique. Ça va endormir la douleur, en gros, ok. La douleur, la gêne, etc. Les courbatures, appelez ça comme vous le souhaitez. Donc, de ce point de vue-là, très intéressant. Vous êtes à la maison, vous avez fait des entraînements, etc. Les jambes sont un peu lourdes, etc. Pistolet masseur pour se soulager. On sait que c'est simplement pour endormir le ressenti, d'accord, et pour se sentir mieux d'un point de vue instantané. Très bon outil, ok. Moi, j'en ai pas personnellement. Maintenant, si on espère avoir des changements structurels, on pense que ça va amener en plus, que ça va réparer nos tissus, etc., que ça va, comment on appelle ça, que ça va casser les adhésions, etc., etc., c'est faux, ok. Ça fonctionne pas comme ça, malheureusement, ok. Donc, d'un point de vue structurel, ça ne va rien changer, mais d'un point de vue bienfait psychologique, ça peut être intéressant. Maintenant, est-ce que vous voulez dépenser 300, 400 balles, je sais pas combien ça coûte pour être honnête avec vous, j'imagine que ça coûte relativement cher, eh bien, alors qu'on pourrait le faire avec du stretching, etc., un rouleau de massage, etc., c'est vous qui décidez, ok. C'est vous qui décidez. Quoi qu'il en soit, c'est pas obligatoire. Rappelez-vous que on est dans le monde de... Le fitness est une des plus grosses industries qui existent, ok. Je le répète à chaque fois, il y a 3 gros secteurs. Il y a le fitness, la santé, le relationnel et la finance, ok. Et dans le monde du fitness, il y a plein de nouvelles technologies. On essaie de faire croire qu'il y a plein de nouveaux trucs qui vont être intéressants pour votre performance, pour votre récupération, etc. Alors que les fondamentaux s'appliquent, on n'a pas besoin de 1000 outils. Pour être honnête avec vous, pour les petites anecdotes, moi j'utilise très peu d'outils, si ce n'est aucun outil technologique, tout simplement parce que j'ai pas tout ça à disposition dans mon lieu de travail. Je pense investir un peu plus dans certains trucs. Bien entendu, les seuls outils que je trouve très intéressants sont les force plates, je sais pas comment on dit ça en français, les plateaux de force, d'accord, les outils pour mesurer la vitesse de la barre. Encore aujourd'hui, tu as des applications que tu peux utiliser qui sont relativement pertinentes. Donc voilà, c'est tout ce que je trouve intéressant. Le reste, c'est du vent, c'est du blabla, on essaie de vous vendre vraiment du rêve, ça sert à rien. Et pour être honnête avec vous, c'est jamais un truc qui m'a complexé. Je le dis encore ouvertement ici, j'ai des athlètes du plus haut niveau, des athlètes qui ont des très très gros budgets, qui vont dans des grandes structures, où les gars, il y a plein d'outils, mais il n'y a pas les connaissances derrière, sur les choses fondamentales, encore une fois. Donc il faut que ça soit l'inverse. Je préfère avoir les connaissances sur les choses fondamentales qui comptent vraiment, plutôt que d'avoir des outils fantaisistes qui coûtent des milliers et des milliers, et qui au final ne servent absolument à rien, ou ne servent absolument à rien si on ne sait pas comment les utiliser, ok. Donc ne vous faites pas endormir par tout ça. Moi j'ai des athlètes qui viennent avec moi, on s'entraîne ici, dans mon bureau, on s'entraîne dans des greniers, on s'entraîne dans la rue, bref. Et si on sait comment faire le taf, on fait le taf correctement. Il faut simplement comprendre avant d'exécuter. Je le répète à chaque fois, la compréhension précède l'exécution. Donc le pistolet masseur, j'espère que tu auras compris ici, Julian, que ça peut être un outil intéressant, encore une fois, en fonction du contexte. Personnellement, moi, j'ai pas de compétition durant lesquelles je vais devoir performer directement à la suite. Donc, ça sert à rien. Pour moi, ça sert à rien. Une bonne séance de stretch, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, si je venais à donner un conseil, et je ne vais pas rentrer dans les détails du pourquoi, mais on aurait les changements structurels, en plus des bienfaits, en plus de l'aspect analgésique, en plus de se sentir plus léger. Ok. Donc moi, je ferais une séance de stretch, c'est beaucoup plus bénéfique et ça coûte beaucoup moins cher. Mais tu dois passer plus de temps. Voilà, c'est toi qui choisis. Ok. Maintenant, deuxième question, selon toi, des douleurs au niveau de la zone iliopsoas et pectiné, et j'ai check sur internet pour décrire la zone. Quand j'écarte les jambes, genre grenouille ou des kicks circulaires comme au Muay Thai, peuvent-ils venir d'un manque de souplesse? Et améliorer la mobilité du bassin hanche passe par des étirements. Ok, merci pour le temps et l'opportunité que tu donnes aux personnes qui te suivent et bravo pour le taf que tu fais. Merci beaucoup pour le soutien. Déjà, je le remercie à chaque fois les gars. Merci pour le soutien, c'est toujours très apprécié. Maintenant, deuxième question ici. Donc, on a une douleur au niveau de la zone des adducteurs, éventuellement de la zone des fléchisseurs de la hanche. Donc là, il parle ici de la position grenouille. Donc, on parle plutôt vraiment du fait d'écarter les hanches, de faire une abduction de la hanche. Et on a des douleurs. Déjà, check le programme hybride pubalgie. D'ailleurs, je dois changer le nom parce que cette catégorie ne tombe pas dans la catégorie hybride, mais je l'ai créé à l'époque et je trouve qu'il est toujours pertinent. Donc voilà pourquoi il est toujours là. C'est ce qui va vous apprendre à initier le remodelage de ces tissus et de faire les choses progressivement. Ok, donc hybride pubalgie, je pense que c'est quelque chose qui peut t'aider ici. Donc, je t'invite à aller checker ce programme. Donc déjà, si on a des douleurs, bien entendu,
il faut toujours procéder par étapes. Si on a des douleurs dans une zone bien précise, c'est qu'éventuellement, on a des dégâts structurels. Donc la première chose à faire, c'est d'adresser ces dégâts structurels, chercher à remodeler ces dégâts structurels avec les principes que j'enseigne, entre autres, dans le programme hybride pubalgie. Et ensuite, bien entendu, on doit se poser la question, on doit se dire, ou en parallèle, bien entendu, on doit se dire, ok, pourquoi j'ai développé tout ça? Pourquoi j'ai développé éventuellement ces douleurs? Est-ce que c'est parce que tout simplement j'ai fait trop de volume de travail? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas la capacité articulaire pour me retrouver dans certaines positions? Du coup, je force à chaque fois. Et bien entendu, au bout d'un moment, il y a un truc qui lâche, un truc qui pète, et ça crée ces dommages structurels éventuellement. Peut-être une combinaison de ces deux facteurs, etc. Mais un des facteurs qui est clé, ce qui est sûr, c'est que si tu es limité d'un point de vue articulaire, et que tu forces ton articulation à aller là où elle ne peut pas aller, et bien forcément ça va créer des problèmes. Donc bien entendu, j'inviterai toutes les personnes qui sont dans cette situation à travailler sur leur articulation de la hanche. En travaillant sur leur articulation de la hanche, eh bien on va créer plus d'espace. Ensuite, on va pouvoir travailler sur tous les tissus qui entourent la hanche. On parle ici des muscles qui ont été mentionnés ici. On parle des fléchisseurs de la hanche, on parle des abducteurs de la hanche, des adducteurs de la hanche, des extenseurs de la hanche, etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, hey, quand je parle de mon programme Hanche Bulletproof, Shameless Plug encore une fois ici, eh bien ce serait de vraiment combiner les deux, ok? Développer une hanche qui est apte à fonctionner comme une hanche dans un premier temps, être libre de mouvement, aller partout dans l'espace et est forte, d'accord, et résiliente sur tous les côtés. Ok, peu importe où on va aller, ma hanche, je sais qu'elle peut aller dans toutes les directions. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et le seul moyen de le faire vraiment, c'est de travailler spécifiquement sur l'articulation de la hanche, entre autres avec les principes que j'enseigne dans le programme Hanche Bulletproof. D'ailleurs, Shameless Plug ici, je crois qu'il reste que quelques jours pour profiter de l'offre exceptionnelle de moins 200 francs sur le programme Hanche Bulletproof à la sortie de ce podcast. La semaine prochaine, ça sera déjà fini. Donc voilà, Shameless Plug ici, mais hey, pour ceux qui veulent en profiter, profitez-en. Vous êtes nombreux à déjà avoir profité de l'offre et à m'avoir envoyé des messages. Donc ici, une hanche qui fonctionne bien. Ensuite, voilà, eh bien, je peux aller partout dans l'espace. Le problème qu'on a souvent lorsque on catégorise certains exercices comme étant bons pour la hanche, bons pour X articulation, c'est qu'au final, on n'explore que une partie de la hanche. Imaginons que on m'a déjà sorti cet exemple. On dit mais le squat complet c'est bien pour la hanche parce qu'on utilise toute l'amplitude de mouvement. Non, on utilise toute l'amplitude de mouvement du squat, pas toute l'amplitude de mouvement de la hanche. D'accord? C'est que une partie de la flexion de hanche. Alors oui, on ramène sa hanche en flexion complète, mais on ramène pas sa hanche en extension complète, on ramène pas sa hanche en abduction complète. Bref, on n'exprime pas toutes les fonctions de la hanche. Le seul moyen de travailler sur sa hanche pour qu'elle soit forte partout dans l'espace, eh bien, c'est travailler spécifiquement sur cette dernière. Et c'est ce que je propose dans ce programme-là, ok? Et je pense que je l'ai montré sur moi, Je l'ai montré sur moi, tous les grands écarts, toutes les directions, les kicks, les trucs, etc., ok? Donc, vous pouvez le faire, bien entendu, comme je l'ai fait et comme nombreux de mes clients l'ont fait, à condition, bien entendu, de faire les exercices. Donc, pour ce genre de personnes, ici, si vous êtes dans cette situation, encore une fois, combiner un programme qui va s'axer un peu plus sur le côté rééducation, réhab, et un programme qui va s'axer sur le côté développement. Parfois, on arrive à combiner les deux si on sait manipuler le tout, c'est-à-dire qu'on peut développer ce qu'on peut développer, et en même temps, sur la zone qui est lésée, qui a des dommages structurels, on va s'attarder sur les principes de réhab. Ou alors, il faut le faire en deux étapes. Dans un premier temps, on se concentre à 100% sur le fait de remodeler les tissus, de réduire la douleur, etc. Et ensuite, dans un deuxième temps, on peut chercher à développer plus de cette articulation pour qu'on ne se retrouve plus dans cette même situation dans laquelle on s'est retrouvé par le passé. Et bien entendu, je vous invite toujours à checker votre volume d'entraînement, votre récupération par rapport à tout ce que j'ai dit, à faire les choses progressivement, d'accord? C'est vraiment la clé, faire les choses progressivement, encore une fois, c'est le principe clé qui s'applique en tout temps. Donc voilà tout pour cet épisode, les amis, j'espère que ça vous aura plu. Profitez encore une fois des offres exceptionnelles qui sont là, ça part, ça vient, ça part, quand c'est parti, c'est parti. Dans tous les cas, je vous remercie à chaque fois pour le soutien, nous on se voit, /parle très bientôt. Peace.